On va bientôt pouvoir commencer ce webinaire qui est un petit cycle sur, on va dire, dédié aux conseillers en gestion de patrimoine sur le sujet en lien, bien sûr, avec le mandat de protection future. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est l'obligation de conseil du gestionnaire de patrimoine en lien avec le sujet du mandat de protection future. Webinaire que j'ai le plaisir de co-animer avec mon confrère Laurent Petitjean, qui voilà, est conseiller en gestion de patrimoine, qui est avocat, anciennement conseiller en gestion de patrimoine et qui est avocat, avocat qui accompagne les conseillers en gestion de patrimoine sur tous les sujets juridiques. Voilà. Et de mon côté, avocate également, plutôt en droit de la protection, initialement droit des affaires, mais aujourd'hui beaucoup en droit de la protection. Et donc, je dirige une entreprise qui s'appelle Droit Quotidien LegalTech, qui est dédiée au sujet du mandat de protection future. Donc, l'obligation de conseil du CGP en lien avec le mandat de protection future, c'est le sujet donc, que l'on va évoquer ensemble pendant une petite demi-heure. Ce webinaire, en fait, on va le faire en plusieurs petites parties, hein. L'idée, c'est d'aborder le sujet de l'obligation de conseil du gestionnaire de patrimoine sous l'angle de la question de l'incapacité, avec notamment ce sujet du mandat de protection future. Et donc, on va évoquer différents points, que ce soit le rappel du cadre légal, le risque, quels sont les risques à anticiper avec des données statistiques sur le sujet, des exemples, voilà, des exemples côté chef d'entreprise, mais aussi côté particulier. Et quelle place peut avoir le CGP dans son rôle, finalement, à lui, sur ce sujet du mandat de protection future, et de voir en quoi ça peut être aussi une opportunité. Voilà, et donc on abordera ces sujets de manière un peu informelle avec Laurent en intervenant conjointement. Laurent, je te laisse la parole pour ce sujet particulier qui est voilà, le rappel du cadre légal sur Merci, l'obligation de conseil du gestionnaire de patrimoine. merci Mélanie. Bonjour à tous. On a eu l'idée de ce webinaire avec Mélanie parce qu'on a échangé à plusieurs reprises et on s'est rendu compte qu'il y avait une forte appétence de la part des conseillers en gestion de patrimoine. Il y a un réel besoin de la part des clients ou des futurs clients, ce qu'on verra plus tard. Alors pour ceux qui suivent les journées, les formations de France Tutel, il y a cette fameuse période ou zone grise où on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, où le CGP qui ne sera pas forcément informé et formé pourrait être tenté d'être sur une situation de stand-by et de recul. Or, ses obligations professionnelles font qu'il est obligé d'anticiper, il faut prévoir toutes ces situations. Alors ça demande aussi au CGP de sortir de sa zone de confort et de ses habitudes, puisque, alors on est le 26 mai, 27, je ne sais plus, le temps passe trop vite. À Le ce 27. jour, voilà, à ce jour, les outils professionnels qui sont mis à disposition des CGP font une magnifique impasse ou en tout cas oublie de consacrer des parties à cette question. Et donc, on n'a même pas une case à cocher pour indiquer qu'il y a des états de vulnérabilité dans le cercle familial, ou même qu'un mandat de protection future aurait été anticipé. Donc, c'est vraiment au CGP d'amener le sujet sur la table et de ne pas l'oublier. Alors, le cadre légal, il est assez large. Je vais rappeler qu'au départ, à la base, la relation client-conseiller, on revient à notre bon vieux code civil de 1804, hein, c'est un contrat. Il y a des obligations d'exécution, de bonne foi, de sérieux, de diligence. Et puis après, on va aller un petit peu plus loin et des réglementations spécifiques, notamment pour les CGP et les conseillers d'investissement financier, sur une connaissance client, sur une obligation de poser les questions qui peuvent éventuellement fâcher ou être désagréables ou
Je fais une petite dédicace à Luc qui nous écoute, qui peuvent mettre un frein ou un stand-by à une prise de décision. Voilà, c'est-à-dire que quand vous soulevez une question particulière, si votre client n'a pas anticipé, il peut vous dire je mets sur pause et puis on va essayer d'avancer. Donc le CGP, il est obligé de rentrer dans cette discussion et dans cette enquête, j'allais dire, pour pouvoir bien cadrer par la suite son action. Sachant que, et ça c'est le stress test ultime, si le client du CIF, donc du conseiller d'investissement financier, refusait par exemple de répondre à la question ou d'apporter des éléments de réponse, au terme de la réglementation, le professionnel devrait s'arrêter et se déclarer dans l'impossibilité de lui fournir un conseil adapté et personnalisé. S'il va à l'encontre et s'il va au-delà de ça, il met en cause sa responsabilité. Et après, donc c'est toutes les questions qu'on va voir, c'est dans quelle mesure il engage sa responsabilité et dans quelle mesure sa responsabilité civile professionnelle va être couverte, puisque notamment sur ces questions, et c'est de plus en plus le cas vis-à-vis des assureurs, les assureurs vont parfois considérer que n'ayant pas respecté les obligations essentielles des règles professionnelles, eh ben, ils ne sont pas obligés de couvrir le préjudice puisque le professionnel ne s'est pas comporté de la manière adéquate. Donc les risques, oui, à anticiper, Laurent. Alors, il n'y a pas que ça comme risque, mais enfin, il y a deux risques essentiels quand on s'adresse, j'imagine, à un client en tant que CGP. Ouais, alors le risque, on ne va pas rentrer dans le vocabulaire de l'assurance, hein. Le risque, c'est ce qui est prévisible et évitable. Le décès, c'est pas évitable, hein. On ne connaît juste pas la date. Et la capacité, c'est quand même quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors c'est très bien de dire qu'on vit de plus en plus vieux, mais on ne vit pas forcément de mieux en mieux. Et aujourd'hui, Mélanie, tu connais les statistiques beaucoup mieux que moi. Euh, dire qu'un groupe familial, alors on ne parle pas forcément d'un individu, mais dire qu'un groupe familial ne sera pas confronté à la vulnérabilité sur les 20-30 prochaines années, c'est quelque chose qui est absolument faux. Et le but du conseiller en gestion de patrimoine, qui est là pour anticiper les risques, c'est de prévoir cette possibilité et effectivement de voir ce qui a été mis en place en cas de survenance de cet événement. Mm. Et c'est vrai qu'au niveau des statistiques, alors on peut regarder les statistiques. Généralement, sur la question de l'incapacité, on va avoir comme réflexe d'aller voir les stats des maladies. Alors, effectivement, on a quand même 1,4 million de personnes en France qui sont concernées par une maladie d'Alzheimer ou apparentée, 75 000 personnes sur ce qui est maladie de Parkinson. Et bon, si on veut avoir un peu une vision un peu plus large et qu'on regarde les résidents, voilà, les personnes qui sont en EHPAD, en général, l'âge médian, c'est 88 ans. Donc, il y a à peu près 700 000 personnes en EHPAD. Donc, bon, ça donne une Oui, vision, voilà. Mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est la transition démographique. Ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui. Mais il faut regarder, il faut quand même avoir à l'esprit que ce qui est devant nous est probablement beaucoup plus inquiétant, puisque on va avoir en 2030 les premiers papy boomers qui vont rentrer dans l'âge de la grande dépendance, qui est en gros l'âge de 85 ans. Et donc, en 2035, vous voyez, on a des projections d'une augmentation de 25% des personnes de plus de 85 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est énorme en fait, hein. Ça veut dire qu'on va avoir un nombre de personnes en situation de grande dépendance qui vont être forcément plus élevées. Et qui dit grande dépendance, grosso modo, ça veut dire aussi augmentation du nombre de personnes qui auront besoin d'une mesure de protection. Donc l'incapacité, le nombre de personnes qui vont se retrouver en incapacité, et c'est quand même beaucoup, enfin ça, là-dessus, je pense que tu vas pouvoir m'éclairer, Laurent, c'est quand même les portefeuilles clients.
Aujourd'hui, des personnes qui sont autour des 80 ans, qui sont dans les portefeuilles clients des CGP, il y en a quand même pas mal. Donc, je veux dire, si j'ai une clientèle qui a plus de 75 ans, je suis un peu obligée de m'interroger sur la question de l'incapacité si je regarde ces chiffres, quoi. Oui, puis je rajouterais aussi que, alors, parmi les chiffres, il y a à peu près 11 millions de personnes, enfin, on ne sait pas, entre 8 et 11 millions de personnes qui seraient aidants. Donc, aidants, c'est les personnes qui vont aider d'autres personnes qui ont besoin d'être assistées. Alors, actuellement, c'est la période de déclaration de revenus, donc c'est le moment d'échanger. C'est vrai que, alors sans rentrer dans les obligations alimentaires hein, que les enfants doivent aux parents, ainsi de suite, quand aujourd'hui on se lance sur des stratégies patrimoniales à des horizons de 20-30 ans, il faut intégrer, sinon ça serait c'est une faute professionnelle, il faut intégrer l'éventuelle prise en charge de la dépendance de ses ascendants. Puisque si jamais une stratégie patrimoniale était mise en œuvre qui ferait fi de cette obligation et en cas de survenance de ce risque, votre client se retrouve, enfin le client du CGP se retrouve sans les moyens d'aider ces personnes. Manifestement, il y aurait une erreur au départ dans le diagnostic et dans les stratégies, enfin en tout cas dans les moyens qui auraient été mobilisés par le CGP pour mettre en place une stratégie patrimoniale. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était des choses qui étaient plus ou moins dites. On disait, voilà, vous avez les enfants, vous avez anticipé les études. Et puis après, on a dit, mais les parents, est-ce que vous avez anticipé l'éventuelle perte de dépendance? En général, on s'arrêtait au fameux, oui, c'est bon, ils ont pris leur disposition. Vous savez ce que c'est? Non, ils veulent rien dire. Bon, ben, le problème, c'est que le non, ils veulent rien dire. Aujourd'hui, ça devient difficile de le tenir et de le prendre pour solution valant excuse. Il faut rentrer dans le détail. Et effectivement, quand on commence à avoir des parents âgés ou ainsi de suite, bah, c'est d'intégrer tout cela. Même si on n'en parle pas aux clients tout de suite, peut-être que c'est utile aussi de, par ricochet, euh, interroger sur l'éventuelle mise en place de mandats de protection pour les parents. En tout cas, c'est l'occasion d'aborder ce sujet. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le mandat de protection future, ça amène à se poser des questions. Et d'ailleurs, ça concerne potentiellement aussi les chefs d'entreprise. Et là, il y en a quand même beaucoup, hein, et c'est quand même des profils qui sont souvent exposés voilà, à des conditions de travail qui sont assez lourdes. Il y a la question de la surcharge de travail, bien sûr, et souvent, cette surcharge de travail amène à ce qu'il y ait un suivi médical qui ne soit pas suffisant avec pourtant des troubles physiques qui sont récurrents, qui sont déclarés. Donc ça, c'est l'Institut Amoroc hein, qui nous a permis d'établir ces chiffres, hein, qui est un institut spécialisé dans la santé du chef d'entreprise. Voilà, donc on voit que c'est quand même un public qui est plus exposé que le public des salariés. Donc ça fait partie, il y a un volume quand même conséquent de personnes. Donc ça veut dire que bah, vous avez des gestionnaires de patrimoine qui sont très orientés chefs d'entreprise, et ben, ils ont tout à fait intérêt à parler du mandat de protection future à leurs clients, il me semble. Donc on va aborder un exemple justement sur alors c'est une histoire vraie. J'ai pas mis les bons prénoms, mais c'est une histoire vraie. J'ai accompagné il y a très longtemps un chef d'entreprise qui était sous tutelle et qui donc était marié sous le régime de la séparation de biens et avait mis au nom de sa femme un certain nombre de choses pour se protéger de ses créanciers potentiels de sa société. Voilà, donc il avait mis en place tout un montage et il avait une société, une SCI avec des biens immobiliers, enfin, bon, bref. Et il avait mis pas mal de choses au nom de sa femme. Et du coup, il a eu malheureusement un accident qui l'a mis en situation d'incapacité assez durablement. Sa femme a souhaité divorcer et il a tout perdu. Donc, évidemment, il n'y avait pas de mandat de protection future, d'autant qu'à l'époque, ça date, c'était vraiment très récent. Euh, et c'est vrai que voilà, quand on accompagne un chef d'entreprise, alors si ce n'est effectivement que en tant que gesteur de patrimoine, on ne va peut-être pas mettre tout le nom de l'épouse, hein,
ou d'épouse, si l'épouse qui est chef d'entreprise. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est important. Voilà, donc c'est vrai que sans mandat de protection future, en réalité, il a perdu sa boîte. Enfin, il n'a pas pu vraiment se battre au bon moment, mais après, il a essayé de se battre, mais elle a été liquidée. Et il a perdu. Et en plus, bon, voilà, pour le suivi de sa procédure de divorce, ça a obligé effectivement à mettre en place une tutelle dans des conditions où, voilà, c'était une association tutélaire, c'était très dur pour lui, quoi. Donc, dans cette situation-là, du coup, Laurent, Alors là, pour le coup, qu'est-ce que tu aurais fait pour ce chef d'entreprise vis-à-vis de son gestionnaire de patrimoine? voilà, parce que C'est pas gentil, mais il faut le voir comme ça. là, pour le coup, je pense qu'il n'y aurait pas que il y aurait pas que le conseiller en gestion de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations. Mais c'est vrai que quand on est conseiller en gestion de patrimoine et qu'on rencontre des clients, enfin c'est le but, hein, sinon il n'y a aucun intérêt. Ils ouvrent tout, ils n'ont plus de secrets. Et c'est vraiment une position extrêmement privilégiée en tant que professionnel d'avoir une vue sur la totalité du patrimoine. Euh, Bon, sans sortir de son rôle, puisque c'est pas le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un avocat fiscaliste, hein, même si certains se présentent comme fiscalistes, mais c'est deux choses différentes. Bon, quand on se rend compte que effectivement, il y a, dans le cadre de la présence d'une séparation de biens et que tous les biens ont été transmis à l'autre époux, bon, à tout le moins, c'est d'avertir la personne des risques qu'il prend. Mais de manière générale, effectivement, aujourd'hui, alors c'est pas rentré dans les obligations professionnelles, mais pour moi c'est directement induit. L'absence d'un mandat de protection futur dans ce genre de situation, c'est, je pèse mes mots, criminel. Voilà. C'est-à-dire que le client va payer le conseiller en gestion de patrimoine pour anticiper tous les cas de figure possibles et ne pas mettre un mandat de protection future, c'est de se dire que bah, tout va bien, les oiseaux chantent et qu'il n'arrivera jamais rien de méchant. Or, on sait que on sait que c'est pas le cas. Donc, dans le cas, pour revenir à ta question, Mélanie, un conseiller en gestion de patrimoine qui n'aurait pas vu ça ou qui aurait écarté la question en disant non, c'est bon, vous avez le temps, vous êtes jeune, il faut pas y penser, bah, il engage bien évidemment sa responsabilité civile professionnelle parce qu'il n'a pas donné un bon conseil, il n'a pas été clairvoyant, il n'a pas eu une vue globale des choses. Le risque, c'est quoi? Bah, c'est d'être condamné pour défaut de conseil. Alors, le défaut de conseil aujourd'hui, c'est un petit peu la tarte à la crème hein, des poursuites contre les CGP. Le défaut de conseil, il est souvent euh, associé à ce qu'on appelle la perte d'une chance. C'est-à-dire que rétrospectivement, on revient en expliquant aux professionnels que s'il avait donné un autre conseil, enfin en tout cas un meilleur conseil à l'époque, la personne n'aurait pas fait ce qu'elle a fait et que alors peut-être que l'autre investissement n'aurait pas été comment dire, n'aurait pas été bon, mais en tout cas, il n'aurait pas été aussi mauvais et en tout cas, il n'aurait pas perdu autant d'argent. Et dans le cas de ce genre de situation, la condamnation, c'est quoi? Ben, c'est des dommages et intérêts à la charge du professionnel pour réparer le préjudice. Le préjudice, c'est quoi? C'est la perte de valeur. Donc déjà, ça peut chiffrer assez vite et là, je vous rappelle qu'on est sur des schémas d'entreprise, donc c'est pas juste une perte de 50 000 euros sur un placement d'assurance vie, hein. Ça peut se chiffrer en centièmes de milliers d'euros, voire de millions, avec aussi une épée de Damoclès qui est au-dessus du professionnel, c'est que normalement, on est couvert par les assurances RC Pro, mais il n'est pas du tout acquis que l'assureur prenne en charge le préjudice, puisque si l'assureur considère que vous n'avez pas respecté le minimum minimorum de ce qu'il faut faire dans votre découverte client et dans le conseil, eh ben, c'est une cause d'exclusion de responsabilité pour l'assureur. Donc ça veut dire que bah, c'est le CGP sur ses fonds propres, sur son patrimoine, qui va être responsable. Donc le fait de dire qu'on est assuré n'est pas une garantie. Et après, c'est vrai que plus globalement, euh, au-delà de la continuité de l'entreprise, en fait, quand on n'a pas de mandat de protection future, on se retrouve avec un patrimoine bloqué
bloquer le temps de la mise en place d'une mesure de protection, puisqu'en fait, comme le disait Laurent tout à l'heure, ben, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Quand on est face à quelqu'un, moi j'ai eu le cas, je peux vous donner l'exemple très rapidement, hein, un monsieur assez âgé qui avait un portefeuille d'actions et son gesteur de patrimoine a identifié que donc ce monsieur sortait d'un Covid un peu, voilà, il était dans un état un peu de confusion, mais c'était fin 2024 et il fallait vendre vite. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vendu, il a placé, donc il a vendu, il a fait signer le papier de vente au monsieur, il a placé l'argent en assurance vie, les enfants ont vu passer des mouvements sur le compte en banque qu'ils ont trouvé très bizarres. Et donc, ils ont tout de suite, enfin, l'une des filles a tout de suite engagé une procédure de mise sous protection. Le monsieur donc a été mis sous protection et derrière, il a été demandé des comptes au CGP de pourquoi il avait fait ces mouvements alors que monsieur, 15 jours plus tard, il avait un certificat médical circonstancié qui disait qu'il avait besoin d'une tutelle. Donc, c'est sûr que voilà, il vaut mieux rien. Enfin, au final, c'était une bonne idée, hein, la vente des actions en l'occurrence et le placement d'assurance vie. Mais ça, c'est quand même problématique. Évidemment, il a perdu le client, quoi. Donc, vu que la défiance qu'il y a derrière qui s'est mis en place. Après, et une fois que la tutelle est en place, bah, le souci, c'est que c'est bloqué tout simplement parce que tous les actes de disposition sont soumis à autorisation du juge des tutelles. Et là, ça peut être dramatique, hein. Vendre un portefeuille d'actions Ah, sous tutelle, on oublie. ouais, alors je sais pas, hein, ça dépend des tribunaux, mais sur Toulouse, la moyenne pour avoir un rendez-vous chez le juge de tutelle, c'est 9 mois. Oui, c'est pareil à Montpellier, mais c'est Voilà, donc pareil. Dans les grandes villes, c'est à peu près les délais, hein. En 9 mois, il peut y avoir une volatilité certaine sur un portefeuille qui n'est pas forcément dans l'intérêt du client. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que, comme l'a dit Mélanie à juste titre, l'absence de mandat de protection future, c'est un blocage du patrimoine. Or, le CGP n'est pas un gérant patrimoine. Il ne peut pas prendre d'acte d'administration, de disposition ou quoi que ce soit. Il faut toujours le faire valider par le client. C'est la règle, hein, c'est le système. Et même si il peut estimer que c'est justifié d'intervenir, il ne peut pas. Et les outils aujourd'hui ne vous permettent pas. Alors, je veux dire, quand vous avez une double signature électronique, si le client n'est pas avec vous et s'il n'a pas compris, vous pouvez pas passer les ordres. Donc, vous vous retrouvez dans un système qui est bloqué. Voilà. Le mandat, et ce que disait Mélanie me fait penser à ça, c'est aussi un magnifique outil pour anticiper les conflits familiaux, parce que nous, on voit toujours le client avec qui ça se passe bien, en général. Vous voyez éventuellement les enfants avec qui ça se passe bien aussi. En revanche, les enfants avec qui ça se passe pas bien, bah, vous les connaissez pas. Par définition, s'il n'y a plus de contact, pourquoi est-ce qu'on ferait rencontrer le CGP? Or, en cas de problème, bah, tous les enfants ont les mêmes droits. Donc, si c'est un enfant qui obtient la tutelle alors qu'il a été systématiquement écarté de la gestion du patrimoine ou il n'a jamais été mis au courant, votre statut de conseil privilégié de la famille, il disparaît en un rien de temps. Ouais, et Donc, moi, je trouve qu'effectivement, pour compléter ce que tu dis par rapport aux conflits familiaux, souvent, quand on va aborder le sujet du mandat de protection future, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aborder le schéma de protection. On va dire qui vous désignez, qui sont les membres de votre famille. C'est important d'associer tous les enfants. Et là, on découvre qu'il y a une famille recomposée qu'on ignorait, qu'il y a une situation de tension, mais bon, ça va quand même. Enfin voilà, ça permet de lever des sujets sur la nature, on va dire la qualité des relations familiales finalement qu'on aurait moins l'occasion d'aborder si on était juste sur de l'organisation, enfin, de la gestion de patrimoine plus classique. Donc c'est vraiment l'occasion de creuser un peu davantage la question de la qualité des relations familiales. oui, puis ça permet de gagner du temps aussi sur la mise en place des stratégies, parce que quand il y a un conflit, quand il y a un climat familial qui est lourd, certaines stratégies un petit peu complexes qui nécessitent la participation de tout le monde, bah, vous les oubliez, parce que vous savez d'ores et déjà qu'à un moment donné, il y aura soit un blocage, soit un risque de contestation. Euh, je voulais revenir, c'était un point qu'on avait vu alors au tout début, mais on n'a pas eu le temps d'en parler, pardon. C'est que
il y a parfois va y avoir des cas de conscience de la part du professionnel. On parlait de la zone grise tout à l'heure. Et quand vous identifiez un client qui est euh, à deux doigts de tomber du mauvais côté, j'allais dire, de la vulnérabilité, même s'il n'y a pas de bon ou mauvais côté, bah, c'est à vous de prendre. Enfin, vous êtes en ligne directe. Vous avez une obligation d'information, enfin Mélanie vous en parlera mieux que moi. Mais vous ne pouvez pas juste vous mettre en retrait et dire bah, ça ne me concerne pas, c'est des affaires familiales, parce que ça peut vous amener dans des situations très problématiques d'un point de vue de la responsabilité Ouais. professionnelle, où vous avez par exemple des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Pour des raisons X ou Y, la famille refuse d'engager les démarches. Vous, ça vous bloque pour exercer votre conseil. Et si à un moment donné, vous ne prenez pas la responsabilité de dénouer la situation, le risque que ça se retourne contre vous n'est pas négligeable. Oui, et je pense que c'est là que c'est au sujet de la place du gestionnaire de patrimoine en matière de mandat de protection future, on pourrait dire, et sans mandat de protection future, bah, la place, ça va être peut-être à un moment donné de devoir faire un signalement au procureur parce que on a personne qui veut agir et que vous-même, vous ne pourrez pas faire la demande de protection pour la personne parce qu'il faut être un proche de la famille et vous êtes un professionnel, donc à ce titre-là, vous n'avez pas le droit de le faire. Et donc, c'est vrai que ça peut être délicat de devoir même contacter un membre de la famille pour dire, bah là, j'ai identifié qu'il y avait un problème. Il faudrait mettre en place une mesure de protection. S'il n'y a pas de mandat de protection future, ça va être infiniment plus compliqué, ne serait-ce que de faire la démarche pour qu'un membre de la famille s'engage dans cette direction-là. Donc là, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où vous avez mis en place un mandat de protection future, bah, vous allez plus facilement pouvoir contacter ce mandataire désigné qui va être légitime pour engager des marches. Donc, ce sera beaucoup plus cohérent et évident. Ça s'inscrira dans le cadre de la. Voilà. Alors que contacter un proche de la famille, alors que vous n'avez rien anticipé, bah, vous allez vous poser la question du secret, de la confidentialité, de l'obligation de confidentialité. Est-ce que je peux voilà, contacter un membre en disant. Donc, et si jamais vous n'avez pas d'interlocuteur, vous êtes obligé de faire un signalement, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Donc la place finalement du CGP, ça va être de questionner le client à ce qu'il a fait, son mandat de protection future, de l'informer, notamment dans le rapport d'audit patrimonial, et Si, si, éventuellement, oui, Excuse-moi Mélanie, s'il a effectivement, si vous tombez sur la perle rare qui vous dit oui, oui, j'ai fait un mandat de protection future, lui demander de le voir quand même pour ce qu'il n'a pas fait, qu'il n'ait pas fait n'importe quoi, parce que voilà, il y a certains oui, mandats. oui, et puis bientôt il va y avoir une réforme, on fera un petit webinaire dessus, il y a une réforme qui est en cours, donc ça vaudra le coup de le refaire souvent, parce que la réforme actuelle va permettre d'élargir en fait le champ d'intervention du mandat de protection future à l'assistance, donc ça vaudra le coup de jeter un œil pour savoir s'il a été fait avant ou après réforme. Voilà. Et après, l'accompagner à la construction, il ne faut pas se contenter de dire allez voir votre notaire, parce que c'est vrai que le notaire il va pas faire il va pas avoir une approche aussi globale que ce que nous on propose. Le CGP, connaissant bien la personne, mais il va pouvoir vraiment, via notre outil Alix Patrimoine, il va pouvoir accompagner à construire un schéma de protection très personnalisé qui inclut toutes les problématiques de la famille. Voilà. Et donc après, il y a l'accompagnement post-rédaction du mandat sur toutes les volontés patrimoniales dans le coffre numérique de volonté l'X-Patrimoine qui va permettre d'aller documenter. On ne se contente pas juste de faire un mandat qui a un pouvoir en blanc, hein. On va aussi apporter plein d'informations concrètes sur ce qu'on souhaite pas, sur la partie, sur tous les éléments de la vie et en particulier sur la partie patrimoniale. Et donc, ce qu'on disait, ça c'est voilà, ne pas de rester à sa place de conseil. Je te laisse peut-être indiquer là sur. Ouais, tout à fait. Et, juste une précision, je crois que c'est ici aussi, c'est dans ce sujet que l'interprofessionnalité doit trouver son expression et son application la plus large. Parce que, tout le monde peut rédiger un contrat, enfin un mandat de protection, hein. C'est pas, vous pouvez demander à Claude ou à ChatGPT de vous en faire un. Ça aura une apparence, enfin, pour les vieux, ça sera du Canada Dry, hein, ça aura l'apparence de mandat de protection. Il ne faudra pas compter sur l'applicabilité du document parce qu'on risque d'avoir des surprises.
Effectivement, il faut travailler avec un avocat, avec un notaire, avec le CGP. Le CGP, là pour le coup, c'est vraiment comment dire, le chef d'orchestre, hein, qui fait jouer tout le monde ensemble. Parce que si jamais on se contente, un mauvais professionnel se contentait de faire un mauvais mandat en disant c'est bon, c'est réglé, là pour le coup, vous êtes quasi assuré que l'assureur ne fonctionnera jamais. Donc, travaillons ensemble, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est sécurisant pour les clients, et puis ça permet aussi, et j'en reviens à ce qui est indiqué, tout le monde reste à sa place. C'est-à-dire que le conseiller, il ne peut pas être mandataire. Voilà, il ne va pas contrôler, il n'est pas de la famille, il est juste là pour impulser, pour driver et pour s'assurer que ça corresponde bien, effectivement, aux volontés du client. Mais Ouais. après, les rôles sont bien répartis et clairs. Et c'est aussi au CGP, quand on dit qu'il doit informer, alors il y a toute une rédaction à mettre en place, mais il y a, j'allais dire, 20% d'information et 80% de pédagogie. Parce que malheureusement, le mandat n'est pas trop connu encore. Oui. Mm. Il faut rabâcher, expliquer, et pas se contenter d'un oui, j'ai compris, on verra plus tard. Ah, donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à la question de l'opposition d'intérêts. C'est pour ça que c'est délicat pour le conseiller en gestion de patrimoine. S'il veut continuer à être conseiller en gestion de patrimoine de la personne, c'est délicat pour lui de se positionner comme mandataire de protection future ou comme contrôleur, en fait. Donc, voilà. Donc après, de mon point de vue, cette obligation de conseil qui concerne le mandat de protection future, c'est une belle opportunité parce que c'est très différenciant d'aller proposer cet outil. C'est une opportunité aussi de prise de contact avec des chefs d'entreprise, parce que c'est un sujet qui est assez peu connu. Et comme tu le disais, 93% des Français ne connaissent, enfin, en France, des personnes ne connaissent pas le mandat de protection future. Donc ça veut dire que bah, c'est une porte d'entrée intéressante sur de la gestion de patrimoine. Voilà, ça permet de construire une relation dans la durée, puisque vous êtes là pour aussi suivre. Bon, alors vous n'êtes pas là que pour ça, parce que le suivi, c'est un peu inhérent à la posture du CGP, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va élargir le champ du suivi aux proches aussi, hein, puisque voilà, ils sont sollicités dans le cadre du mandat de protection future, et puis c'est potentiellement une source de revenus. Parce qu'avec notre outil, ben voilà, vous allez pouvoir facturer un abonnement pour mettre à jour les volontés de la personne, par exemple, là, comme à l'écran, sur le sujet de les volontés concernant les sociétés. Voilà. Donc, on a je te laisse, mais on est un peu à la bourre, donc Ouais. je te laisse. Et je ne sais pas s'il y a eu des questions, mais je te laisse conclure si tu voulais. Non, mais Euh, par rapport à la différenciation, tout à l'heure on parlait des chefs d'entreprise. Alors moi j'ai l'impression de passer ma vie sur LinkedIn, mais je fais autre chose à côté quand même. Mais c'est vrai que le 150 0 Bether, la gestion de trésorerie et tout, il y en a 15 par jour. Les chefs d'entreprise sont une clientèle qui est recherchée à raison par les CGP. En revanche, les CGP qui auraient l'idée de démarcher les chefs d'entreprise sur la thématique de la continuité et de la protection future, là, pour le coup, c'est réellement différenciant et il y a une vraie plus-value à apporter. alors, y a-t-il des questions, des remarques, des observations? Luc, je vois que tu as mis ta Euh, caméra. ouais. Juste une question. Tu as parlé, Laurent, de la responsabilité des CGP, ça c'est une évidence. Mais quelle est la responsabilité du fameux notaire, copain du chef d'entreprise depuis 20 ans? Il lui a fait tous les actes, il l'a suivi, accompagné, ils sont allés au golf et ainsi de suite. Et il lui a jamais parlé de ces risques-là. Jamais reparlé des statuts de sa boîte, de sa holding qui lui a écrit il y a 10 ans. Tu vois le topo, moi j'en accompagne des comme ça. Ouais. Et quelle est la responsabilité de ce fameux notaire finalement? Ah! Parce que moi, je suis OK, la responsabilité des CGP, ouais, OK, mais enfin, zut,
C'est Alors, c'est par rapport à l'exemple qui était donné par Mélanie tout à l'heure. ouais, On s'est un peu focalisé sur le CGP, mais j'ai rappelé que pour moi, l'avocat fiscaliste, l'avocat droit des affaires, le notaire, ainsi de suite, ils sont aussi responsables de la situation. Il y a une obligation d'information. Le notaire, c'est pas juste une chambre d'enregistrement. Alors, sur la responsabilité des notaires, ça évolue. Voilà. Il y a de plus en plus de notaires qui sont condamnés. Mais oui, oui, dans la mesure où il connaît le patrimoine du client et que, enfin, sa situation et qu'il n'a pas attiré son attention, il y a une responsabilité. Après, comment est-ce elle va être prise en compte? C'est difficile. Si le notaire il intervient au cas par cas, acte par acte, ça va être C'est compliqué. délicat. Mais en Si le même temps, notaire, ça si peut le être notaire un il- acte associé, hein. Voilà, C'est-à-dire, si le notaire il a une mission générale d'accompagnement, là c'est beaucoup plus difficile pour lui. Enfin, je veux dire, il sera plus engagé. Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire le pas euh, de passer à un conseil proactif. Voilà. Et c'est des c'est professions qui n'ont pas l'habitude. ouais, ouais, non. certainement. C'est effectivement la difficulté, c'est que les notaires, ils se positionnent acte par acte, mais après, à l'occasion, par exemple, de la constitution, j'en sais rien, ou de la vente d'un bien immobilier avec à un âge avancé, on peut s'interroger quand même de savoir si ça aurait pas été pertinent d'évoquer un mandat de protection future, parce que l'argent, il va falloir le placer. Qui dit placer l'argent dit, voilà, bon. Je sais pas. Et s'ils accompagnent la création d'une société ou un rachat d'une société, une cession de fonds ou autre, ça me semble être quand même pas complètement fou de dire, mais attendez, pourquoi vous m'avez pas parlé de ça à ce moment-là, quoi. Sur l'acte en lui-même, avec l'obligation de conseil, en fait, voilà, dès lors qu'ils font une consultation qui est en lien avec la vie de la personne, bon. Mais c'est quand même plus distendu qu'un CGP dont la mission c'est d'anticiper les accidents de la vie, quoi. Donc, Ouais, Moi, ouais. j'ai un exemple avec un client que je connais depuis 18 ans. C'est une personne qui joue au Monopoly, qui ne voit que par l'immobilier. Donc voilà, dès qu'il a des liquidités, il achète de l'immobilier. Il passe chez toujours le même notaire, qui est le notaire de famille. Malheureusement, son épouse est décédée l'année dernière. Et à l'occasion de l'ouverture de la succession, le notaire m'a demandé de faire un récapitulatif des biens immobiliers. Alors que ça fait 20 ans que c'est le même notaire qui passe tous les actes. Mais c'est pas dans leur culture d'avoir ce suivi du client. C'est acte par acte. Ouais, Voilà. et c'est là qu'il y a une formidable opportunité pour le CGP qui prendrait à bras le corps ces questions de l'anticipation de l'absence du dirigeant, soit pour maladie ou décès, et justement de protéger les professions du droit et du chiffre en quelque sorte avec sa responsabilité à lui et sa compétence. Euh, Y compris les experts comptables, on pourrait en parler aussi. ah oui, Voilà. oui, mais c'est la même problématique, hein. Je suis d'accord. En matière de responsabilité, la notion de, comment dire, d'agneau expiatoire, j'y crois pas trop. Donc, C'est pas ce que je chacun. veux dire, c'est que le CGP qui s'empare de ces questions-là et qui fait un Il les travail purge. sérieux Ah ben, il pardon? aide. Il les purge Ouais, en accompagnant la personne à le faire, en Hmm. fait, ouais, c'est au ça. final. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus engager la responsabilité des autres conseils puisque le conseil a été donné et mis en œuvre. Donc, ça permet effectivement de régler la difficulté de cette manière-là. Et c'est pour ça que finalement, pour les conseils, ça vaut le coup de se mettre en partenariat avec des CGP sur ce sujet-là. Comme ça permet de dire, ben voilà, C'est ça. Mm. j'ai réorienté vers un CGP pour pouvoir faire un accompagnement. Alors, je pense davantage aux experts comptables et aux avocats que au notaire qui, lui, est quand même là pour faire l'acte, quoi. Donc, de Hmm. toute façon, il ne Ouais, peut pas. Oui, Carole. il y a- Aujourd'hui, ce sujet, c'est le sujet de tout le monde. C'est le sujet effectivement des professionnels qui, de façon incontournable, doivent se former.
sur la posture à adopter, hashtag Luc Girard, sur les contraintes et les engagements et même le document d'entrée en relation qu'on présente, donc la conformité qu'on doit mettre en place et tout le suivi ainsi que la traçabilité des échanges que l'on a, s'assurer régulièrement du discernement des clients avec lesquels on échange et arrêter de fonctionner en silo parce qu'aujourd'hui, on a tous intérêt à travailler sur les intérêts du client et plus principalement des familles parce que demain, c'est un risque de notoriété, c'est un risque d'activité aussi, hein, voilà, avec des abus de vulnérabilité. C'est pour ça que la chambre auquel j'opère, on a créé une commission justement de la vulnérabilité pour accompagner les CGP dans cette démarche-là. Et c'est toute une... Il faut vraiment... C'était dans la guerre des étoiles. Il faut apprendre à désapprendre. Enfin, il faut désapprendre à apprendre ou inversement. C'est dyslexique, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Mais en fait... Il faut vraiment se former dans le sens et être au courant de tout ce qui se passe, de l'écosystème, de la silver economy, parce que c'est un vrai vecteur de développement. Nous sommes à l'ère de la grande transmission, tant sur la partie des cessions des entreprises, de nos chefs d'entreprise qui restent à la manœuvre le plus longtemps possible parce que le constat économique est assez compliqué. Et puis, les seniors sont ceux qui ont le plus de patrimoine, à commencer par l'immobilier. Et donc, il y a une vraie opportunité. Mais pour cela, il faut s'assurer qu'on soit des vrais professionnels. Et les premiers qui se formeront seront ceux qui auront déjà la fierté et l'honneur d'accompagner ces familles et de donner du sens, tout autant que de créer de la valeur ajoutée maintenue dans tous les dispositifs qu'on connaît quand on accompagne ces familles-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie vivement Laurent d'avoir co-animé avec moi. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée.